Innanzitutto saluto Pier Antoine, ben ritrovato e ringrazio Roman per l'invito. Allora, sì, il caso Silvia Romano, ripercorro, ecco, siccome non so se in Francia poi è stato spiegato dettagliatamente come è nata la questione, quali sono stati i passaggi del rapimento e poi come si è evoluta successivamente alla liberazione. Silvia Romano era una cooperante italiana che nei primi giorni di ottobre del 2018 si reca in Kenya con una ONG non ancora ben identificata, sembrerebbe. E dopo poche settimane viene rapita dal gruppo di Al-Shabaab e viene poi, dopo poche settimane, sembrerebbe tradotta, portata quindi dal Kenya alla Somalia. Diciamo che questo, per come la vedo io, è una vicenda simile a tante altre che ci sono state in questi anni, perché puntualmente l'Italia ogni anno ha due o tre persone comunque che vengono rapite e poi successivamente a distanza di qualche mese, un anno, poi sempre liberate. C'è una vicenda che è diventata famosa più che altro perché viviamo in periodo di coronavirus. Questa è la mia visione personale. Ha gettato scalpore per due motivi particolari. Credo che tutti quanti avremmo visto le immagini di Silvia Romano che scende dall'aereo portando un velo verde chiaro, che non è il classico burqa, ma è il velo che mi sembra si chiami il Jibab, che viene comunque imposto alle donne proprio dal gruppo di Al-Shabaab, che è un gruppo comunque di osservanza salafita. I salafiti, diciamo, non vorrei ecco, soffermarmi sulla spiegazione del salafismo perché non sono un esperto di Islam, però possiamo comunque riassumere dicendo che è un'osservanza islamica comunque che spinge molto l'acceleratore sulla guerra santa e sullo sterminio degli infedeli, diciamo. E questo velo che viene fatto indossare alle donne è proprio una testimonianza della sottomissione comunque della donna e, insomma verso l'uomo, quindi non è il tipico burka, ma sottolinea proprio comunque una sottomissione della donna. Quindi la cosa interessante da notare qual è? È l'impreparazione completa della diplomazia, della politica e dell'intelligence italiana, perché è possibile che nessun diplomatico italiano o nessun esperto di intelligence ha pensato che potesse comunque essere un problema di immagine comunque dell'Italia, liberare comunque una donna, una cooperante, una cittadina italiana che ritorna in Italia convertita all'Islam e che comunque porta comunque un velo che sottolinea, come abbiamo detto, questa sottomissione della donna. In Italia cioè, ormai viviamo in una situazione in cui il perbenismo, potrei dire l'omofobia, viene vista ovunque, quindi voi immaginate comunque una donna che comunque scende dall'aereo, viene liberata, viene riaccolta in Italia e invece comunque fondamentalmente è portatrice di valori che in Italia ormai vengono combattuti comunque giorno per giorno. Ma la cosa interessante, come ho detto, è notare l'impreparazione comunque dell'intelligence e della diplomazia italiana. D'altronde l'Italia adesso ha un ministro degli esteri Di Maio che per esempio non conosce l'inglese, ecco. Gira con una pletora di traduttori perché comunque non conosce nessuna lingua straniera. E direi un'altra vicenda importante, sempre comunque legata al caso Silvia Romano, è la partecipazione della Turchia nella liberazione della cooperante. Perché sembrerebbe che la Turchia abbia trattato comunque direttamente proprio col gruppo di Al-Shabaab. E questo che cosa, perché è interessante? Perché la Turchia, soprattutto in Libia, ha sostituito l'Italia
nel rapporto e nell'intermediazione sia con Serraj che oddio, adesso scusate, non ricordo il nome. Haftar. Con Haftar, sì. L'Italia, da quando la Turchia ha deciso di partecipare attivamente comunque a quello che è il conflitto libico, l'Italia praticamente è sparita di scena. Quindi con questa intermediazione turca, diciamo, la Turchia ha tentato un riavvicinamento comunque all'Italia, e questo sicuramente sarà foriero di una futura alleanza, diciamo. Quindi l'Italia sicuramente non potrà più rientrare nel contesto libico con una certa forza, perché sicuramente questa intermediazione turca è stata proprio comunque volta un po' a riappacificare la situazione, diciamo, a ristabilire un po' l'equilibrio. L'ultimo punto credo che sia interessante da notare è, penso, non so se in Francia è stato parlato del riscatto che è stato pagato per la liberazione di Silvio Romano. L'Italia dovrebbe aver pagato 5 milioni di euro il riscatto della cooperante, e questo sottolinea un atteggiamento che l'Italia, diciamo, ha sempre avuto, cioè perché si dice, ci si domanda in Italia perché qui da noi non è mai avvenuto un attentato, o perché la maggior parte delle persone che vengono rapite dai gruppi estremisti musulmani effettivamente vengono liberate, cioè non c'è mai stato un ostaggio italiano che comunque è stato ucciso per esempio davanti alle telecamere. Perché tutto questo non succede in Italia? Perché l'Italia non subisce queste cose? Per un motivo molto semplice, perché comunque l'Italia adotta una strategia molto semplice per liberare gli ostaggi e probabilmente per gestire determinati rapporti. Paga. L'Italia semplicemente paga. E infatti, ecco, in un periodo di crisi economica portata dal coronavirus, dove la maggior parte delle imprese chiudono, dove tutte le famiglie sono in difficoltà, sapere che sono stati pagati 5 milioni di euro per liberare una cooperante chiaramente ha fatto esplodere comunque una bomba nell'opinione pubblica. Oui, sur cette histoire. Alors, je ne sais pas si en France on en a beaucoup parlé, parce que c'est quand même quelque chose qui intéressait plus les Italiens, mais c'est une histoire qui est significative déjà de l'attitude de la personne en elle-même. Elle illustre l'attitude de la gauche, des militants de gauche internationalistes qui se pensent finalement, enfin qui rejettent leur propre culture et qui finalement vont être fascinés par la culture de l'autre, mais là à un niveau qui est vraiment qui est caricatural. Mais sur cette affaire, ça montre aussi le rapport très ambigu qu'ont ces ONG humanitaires. Ça me fait penser aux déclarations du président de Human Rights Watch, qui a déclaré là récemment comment le gouvernement recommande de mettre des masques pour l'épidémie, mais il interdit la burqa. Il a dit, voilà, on voit bien l'islamophobie d'État en France. Donc lui, c'est le président Kenneth Ross, président de Human Rights Watch, donc cette ONG qui fait de l'ingérence humanitaire depuis les années 80. Pour moi, ça illustre un peu ça, c'est-à-dire il y a vraiment un double discours qui explose en ce moment. C'est-à-dire c'est la culture occidentale est forcément criminelle, voire criminogène de manière ontologique, mais là c'est même pas oui, effectivement l'islamisme et le salafisme même dans le cas de cette jeune femme là sont quelque chose qui participe de la diversité humaine et même des droits de l'homme à la limite. Donc tout ça est
significatif. Et c'est aussi, mais c'est logique au final, parce que finalement, c'est que recherchent ces jeunes personnes déjà quand elles s'engagent dans des aventures, enfin au départ, il y a des gens comme ça qui peuvent être de bonne foi. Donc, quand ils vont s'engager dans des aventures comme ça humanitaires, elles recherchent quelque chose de plus que le quotidien que leur offre peut-être la société de consommation. Après, il y a des gens aussi qui vont vraiment par intérêt, ou des gens qui peuvent même être payés. Voilà. Mais prenons acte, admettons, de la bonne foi de cette personne. Donc, elle recherche quelque chose de plus que ce qu'on lui propose. Et puis, finalement, ce qu'elle va trouver là-bas, c'est quelque chose, en fait, c'est l'antithèse de ce que propose le féminisme et le globaliste en Occident. Et elle va, au final, épouser cette cause-là. Alors après, bon, il y a peut-être comment dire, des choses qui nous échappent dans cette affaire. Pourquoi elle revient, est-ce qu'elle est payée pour faire ça? C'est tout de même étrange de se mettre en spectacle à ce point-là. Mais après, il y a aussi un aspect, je pense, de société du spectacle, de narcissisme aussi. Les gens, on a souvent ce phénomène-là, ces gens en fait, qui sont convertis, mais c'est l'inverse de la conversion telle qu'elle est prêchée, par exemple, dans l'Évangile. C'est-à-dire qu'il faut que ça se voit, quoi, en fait. Ce qui compte, c'est plutôt qu'on voit. C'est quelque chose de narcissique. Donc, un rejet au départ de la société, de la société occidentale, et puis épouser des valeurs qui finalement ici sont combattues et rejetées. Alors il y a une forme de schizophrénie, mais quelque chose qui est naturel. Je pense que la pente naturelle même du féminisme ou du militantisme altermondialiste, c'est celui-là en fait. C'est de toute façon, c'est ce à quoi aboutirait l'utopie mondialiste si on la pousse jusqu'au bout. C'est-à-dire, les mondialistes rêvent d'une technocratie, d'une société gérée de manière technocratique et absolument, comment dire, sans aucune, de manière totalement agnostique, laïque, de manière vraiment presque clinique, quoi. Mais cette société-là n'est pas viable. Il y aura forcément, ce vide va être rempli par autre chose. Donc, voilà. Mais au niveau, donc cette autre chose, ce sera effectivement des idéologies concurrentes à l'Occident. Mais il y a une collusion finalement qu'on retrouve dans les hautes sphères, dans les hautes sphères de la hiérarchie justement du globalisme financier avec l'islamisme. Et on retrouve finalement cette collusion au niveau des militants gauchistes de base qui finalement, de par leur attitude, préparent le terrain pour l'islamisme militant. Bon, c'est quelque chose, il y a une convergence presque naturelle, sachant que ces gens-là, les mondialistes, ont prévu dans un deuxième temps d'essayer d'activer, de faire naître un islamisme compatible avec la société ouverte, donc un islamisme même LGBT ou choses comme ça. On voit ça a été promu récemment, notamment dans les pays scandinaves, des femmes imams, des femmes imams LGBT, des choses qui n'ont aucun sens et qui finiraient dans des pays islamistes qui ne seraient même pas tolérés une demi-seconde. Donc c'est très pervers, c'est toujours la même utilisation de quelque chose qui au départ est radical pour l'utiliser contre nous, mais ensuite à terme le dissoudre aussi. Mais ça risque d'être peut-être plus compliqué. Oui, et puis c'est ce qu'on disait, ce que disait notre ami. Effectivement, bon, peut-être que les Italiens payent des rançons, mais nous, ce sont nos soldats qui payent de leur vie pour libérer des touristes en goguette en Afrique, quoi, comme il y avait eu l'an dernier au Burkina. Voilà.
Allora, sì, c'è da osservare che un po' tra i vescovi italiani e la curia papale c'è stata molta confusione un po' nel rapporto e nell'osservanza delle regole poi imposte dal governo, perché inizialmente, quando eravamo all'inizio del lockdown, e quando ancora erano aperti, per esempio, bar, pub, ristoranti, pasticcerie, i vescovi italiani in Italia decidono di annullare le cerimonie fino a dopo Pasqua. Successivamente, quando invece poi eravamo in pieno lockdown, addirittura i vescovi avevano fatto un passo più in là, decidendo proprio di voler chiudere le chiese. Lì c'è stato un intervento diretto del Papa che invece ha imposto ai vescovi di tenere aperte le chiese, quindi in questo momento ancora non avevamo un intervento diretto dello Stato. Poi, mentre ci avvicinavamo invece all'apertura, quindi alla fine del lockdown, vediamo come i vescovi si sono un po' ribellati a quelle che erano le decisioni del governo, perché in Italia è stato permesso ecco, come dicevo, di ricelebrare le messe sempre successivamente all'apertura di ristoranti, bar, pub, gioiellerie, palestre, e quindi chiaramente questo aveva urtato i vescovi italiani. Quindi dopo l'incidente diplomatico rinterviene un'altra volta il Papa, invece cercando comunque di frenare un po' questa crisi che si era aperta e dichiarando che le regole comunque valgono per tutti e vanno osservate. Quindi c'è stata un po' una confusione generale questo nella gestione del rapporto un po' in Italia, cioè prima i vescovi che attaccano il governo, il Papa invece che cerca di ricucire, poi addirittura i vescovi che chiudono le chiese per andare a favore del governo, invece il Papa decide di aprirle. Quindi c'è stata una confusione generale nella gestione, ecco, da parte della Chiesa, del Papa e dei vescovi. Quello che è interessante da notare è invece come chiaramente ormai la Chiesa sia diventata comunque ormai proprio come un ministero, potremmo dire. Cioè, la Chiesa è quasi totalmente comunque succube di quelle che sono le decisioni comunque dei governi, mentre invece il concordato tra Stato e Chiesa, ma comunque proprio la Chiesa come istituzione è indipendente poi da quelle che sono le decisioni dello Stato, cioè la Chiesa è libera poi di decidere sulla vita religiosa dei cittadini, infatti si dice sempre libera Chiesa in libero Stato. E infatti, ripeto, ciò che è interessante notare è proprio questo, come sembra che ormai la Chiesa in Italia non abbia più un'indipendenza, sia accetti comunque tutti i dettami del governo. Naturalmente accetta tutti i dettami del governo quando al governo c'è la sinistra, perché vediamo come per esempio Matteo Salvini un poco prima una settimana prima di Pasqua abbia chiesto al governo di aprire le chiese per la domenica di Pasqua, come invece chiaramente invece di essere sostenuto Matteo Salvini dalla Chiesa, invece di essere appoggiato, invece è stato attaccato. Quindi sì, in Italia c'è questa situazione in cui ormai la Chiesa sembra totalmente comunque ormai diventata progressista e poco attenta a quelli che sono i bisogni spirituali delle persone. Però c'è una frangia, c'è sicuramente una frangia di cardinali conservatori, primo tra tutti Leo Burke, ma penso che conoscete meglio di me il Cardinal Sarà, ecco, che mi sembra ha pubblicato alcuni libri con un giornalista francese, mi sembra, Nicolas Aldia. E il Cardinal Sarà invece è tra sicuramente gli oppositori più duri di Papa Francesco, che sta cercando comunque di puntualizzare come poi la Chiesa sia qualcosa di indipendente
dallo Stato, e sta cercando anche di portare avanti una sorta di riforma della liturgia, ecco. C'est très juste la remarque de Federico sur l'aspect, on a l'impression effectivement que l'Église est une sorte de ministère d'État finalement, et qui obéit à la demande, aux injonctions qu'on lui soumet. Mais on a aussi l'impression qu'avec le pape François, l'Église devient un ministère du prochain État mondial, parce que c'est vraiment, le pape François est complètement sur l'agenda mondialiste, même dans les terminologies qu'il emploie, à chaque fois qu'il nous est sorti, on va dire, une narration par les médias, les médias qui relaient les injonctions mondialistes, par exemple sur l'écologie. On a vu le pape François tout de suite suivre ça, aller jusqu'à comment dire, avec des cardinaux, saluer la Pachamama accueillie dans l'enceinte même du Vatican. Enfin, on a vu des choses qui sont réellement, qui apparaissent délirantes si on ne prend pas en compte que le pape François est clairement le pape de l'agenda mondialiste dans l'Église. Et on a quand même cette situation qui est assez improbable, où finalement on a un pape émérite, donc le pape Benoît XVI, qui est finalement toujours là, et le pape François. Et on a finalement un courant conservateur qui se réclame du pape émérite et du pape Benoît XVI, mais le pape Benoît XVI, qui est plus très âgé, ne peut pas non plus prendre réellement la tête de ce courant, comment dire, conservateur au sein de l'Église, même s'il le soutient, il le soutient par moment. Et on a effectivement des cardinaux comme le cardinal Sarah et quelques autres qui essayent de rétablir la barre. Mais le problème, c'est que en fait, l'institution, enfin, ce qui faisait la force de l'Église, sa hiérarchie et son autonomie par rapport au pouvoir séculier, est maintenant est complètement mis en cause par le pape François, et vraiment par sa collusion et sa proximité avec l'agenda globaliste. Une chose aussi, on peut dire sur l'aspect, comment dire, sur cet aspect de la fermeture des églises et de la suspension du culte, juste pendant la période de Pâques. C'est quelque chose d'inédit, quelque chose peut-être de jamais vu en Occident, et je pense que là-dessus, ce n'est pas anodin. On a réussi à casser le temps liturgique, le temps sacré de cette période, au-delà même du fait religieux ou de la croyance. C'est-à-dire c'est un temps liturgique pour toute la société, même si on est dans une société sécularisée et laïcisée, ces cycles sont toujours présents. Et là, on voit qu'avec l'imposition de ce confinement, on a eu une sorte de quelque chose qui a remplacé ça a remplacé le temps du carême par une forme de jeûne mondialiste, beaucoup plus radical, puisqu'il s'agissait même de jeûner de ses relations sociales, de ses relations amicales, familiales, de s'imposer, de s'auto-imposer des choses beaucoup plus dures que ce que finalement nous demande même l'Église dans notre quotidien. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les gens l'ont fait, les gens ont suivi. C'est-à-dire que désormais, ce qui était autrefois, l'Église pouvait tenir les âmes par la peur de l'enfer ou des châtiments futurs, désormais, on va dire les pouvoirs actuels, les pouvoirs surplombants, comme disait saint Paul, les pouvoirs surplombants actuels peuvent tenir les populations et l'esprit des populations
par la peur d'ennemis invisibles, mais qui, cette fois-ci, ne sont plus des ennemis surnaturels ou que l'on rencontrerait dans une vie future, mais qui sont bien réels et qui sont la pandémie et les maladies et des ennemis invisibles, finalement, bien plus efficaces pour tenir les gens que même le terrorisme islamiste ou les vagues précédentes de terreur médiatique et réelle qu'on a pu avoir. Parce que c'est ça, un petit peu la séquence qu'on a eue, selon moi, c'est qu'on a effectivement une maladie bien réelle, mais qui a été montée en épingle et instrumentée et mise en scène de manière à vraiment tenir la population et à faire, enfin, cela sert plusieurs objectifs, mais notamment l'objectif de test social de grandeur nature et aussi de voir jusqu'où on peut aller. Et jusqu'où peut aller finalement ce pouvoir globaliste qui dissout les États-nations, ce que Hobbes appelait le Léviathan, ces pouvoirs qui finalement dissout les Léviathans nationaux, qui dissout aussi l'Église et qui cherche à le remplacer par un Léviathan global. Et ce Léviathan global, il faut bien qu'il puisse tenir les populations d'une manière ou d'une autre. Donc, il a recours à l'utilisation de ces terreurs-là, de ces nouvelles, ces terreurs du 21e siècle. Hein, et c'est étonnant de voir, effectivement, alors que comment dire, même les pays, enfin la France, mais même partout dans le monde, on avait connu en 2019 des vagues de soulèvements. C'était les Gilets jaunes en France, mais ailleurs en Amérique latine, ailleurs dans le monde, vraiment des mouvements sociaux violents et qui impliquaient des strates de population qui autrefois ne se révoltaient pas forcément et qui sont les classes moyennes. Donc, là, on a eu une sorte en 2019, cette révolte spontanée, mais désorganisée et finalement pas assez politique, au sens où elle n'avait pas assez défini quels étaient ses objectifs et quels étaient ses ennemis finalement. Et on a en 2020 le confinement. Le confinement dont je rappelle qu'il a été déclenché sous les injonctions notamment de personnes comme Neil Ferguson, auxquelles on a consacré un dossier sur notre site Strategica, et qui avaient projeté des modèles mathématiques complètement délirants qui ont amené les gouvernements à penser qu'il y aurait une mortalité beaucoup plus élevée et des taux de mortalité à presque 4%, ce qui n'a pas été le cas du tout puisqu'on est à peu près à 1%. Donc toutes ces choses-là montrent que de très haut, on a poussé vers quelque chose. Voilà, et pour finir sur cet aspect religieux, c'est ça. On voit que finalement, pour gérer les populations, on a remplacé maintenant la religion par la peur de choses très matérielles, et les gens ont suivi. Che comunque ormai viviamo in un momento di scristianizzazione completa e quindi comunque non c'è quel seme di cristianesimo che può portare un ostaggio a convincersi anche di doversi sacrificare. Ma a parte quello, il problema di Silvia Romano non è tanto il fatto che si sia convertita all'Islam, perché sappiamo benissimo ormai che esiste la sindrome di Stoccolma, no? Cioè, quindi io credo che Silvia Romano tra 6 mesi neanche si ricorderà più cosa sia l'Islam, cioè, di questo credo, ne sono certo. Il problema credo che sia stato più degli apparati italiani, cioè sottovalutando il fatto che fondamentalmente si fa passare comunque quello che è l'estremismo islamico più spinto, che poi ha rapito una ragazza, che poi ha portato l'Italia a dover pagare o a doversi impegnare per liberarla, e quindi è stato dato questo segnale di Silvia Romano che arrivava col velo, come se allora non fosse successo nulla di grave. Bene, cioè noi abbiamo fondamentalmente pagato degli estremisti musulmani che vorrebbero sterminare l'Occidente. Poi naturalmente questo è quello che ci viene raccontato, cioè noi probabilmente alcune cose le pensiamo in maniera differente.
E invece liberiamo una persona che era totalmente invece avvinta, cioè faceva parte quasi del loro gruppo, poi se ritorna col vero. Cioè, quindi si dà un segnale poi all'opinione pubblica Sì. dove fondamentalmente cioè, l'Islam estremista è qualcosa di accettabile, mentre invece un crocifisso all'interno comunque di una classe cioè, è qualcosa di offensivo nei confronti di tutti. Quindi credo che questo poi sia il problema. Alors, juste pour finir là-dessus, oui, pour moi, c'est deux choses. C'est sur cette, comment elle s'appelle, Silvia Romano, c'est ça. Ça illustre aussi, c'est le problème. À la limite, c'est pas le problème de cette jeune fille, c'est le problème du patriarcat en Occident. C'est que, en fait, qu'est-ce que cherche une jeune femme comme ça? Elle cherche qu'on la remette à sa place. Elle cherche que des gens adultes et notamment des hommes lui disent d'arrêter de faire n'importe quoi. Et je pense que si le problème, il est là. Et le problème, c'est aussi la féminisation du politique, effectivement, de ce politique qui va payer 5 millions de rançons à des groupes islamistes qui, du coup, vont trouver une manne et vont forcément recommencer. Et le problème de ces politiques, tous féminisés, qui n'incarnent plus un Occident traditionnel. Face à ça, forcément, n'importe qui va venir et va se sentir pousser des ailes et va faire ce qu'il veut. Donc, et sur cet aspect de la déchristianisation que vous avez évoqué, on peut pas. Enfin, c'est vraiment très très juste. Et je vous renvoie à un livre que je suis en train de lire, qui est très intéressant, qui s'appelle qui a été écrit par un conservateur américain, Rob Dreher, et qui s'appelle Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et c'est ça le livre. Et en fait, l'auteur fait ce constat-là. Il dit arrêtons de croire qu'on est encore dans une civilisation chrétienne. On n'est plus dans une civilisation chrétienne. Donc nous, si on est les groupes chrétiens doivent donc finalement se restructurer et vivre un petit peu leur christianisme à la manière des premières communautés chrétiennes dans l'Empire. En fait, on vit un moment qui est c'est le bas empire. Voilà. C'est un bas empire occidental globalisé en fait qu'on vit. Et les pouvoirs avec des symptômes similaires, avec des invasions migratoires, des classes dirigeantes complètement corrompues, même au niveau des mœurs, à un niveau jamais vu, une religion déliquescente, mais avec la différence de l'époque du bas empire romain, vraiment des pouvoirs, enfin, l'émergence d'un pouvoir global qui cherche justement à supplanter l'Occident traditionnel et à l'utiliser pour asseoir une gouvernance globale. C'est la différence qu'on a. Et ces gens-là ont les moyens financiers les plus élevés de la planète. Donc c'est effectivement ça. Et quelqu'un comme Trump, par exemple, aux États-Unis, me fait penser à une forme de ces empereurs de la fin de l'Empire romain qui tentaient de toute leur force d'essayer de rétablir l'État. Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire aux États-Unis, mais face à une société complètement déliquescente et surtout avec des acteurs mondialistes financiers qui vont mettre tous leurs moyens pour continuer à aller vers leur utopie qui est post-nationale et post-patriarcale. Donc mais effectivement, tous ces phénomènes comme cette jeune femme qui passe des ONG à l'islamisme, ce sont des choses, effectivement, dans 6 mois, elle sera peut-être passée encore à autre chose. Mais tout cela illustre le fait qu'il manque maintenant, il manque un axe, il manque quelque chose dans l'Occident qui soit un axe spirituel, quelque chose qui dise aux gens, voilà, on sait où est le bien, où est le mal. Mais le problème, c'est que du moment qu'il n'y a plus ça, et du moment où la religion même, donc ça rejoint votre autre question, est incarnée par des personnages comme le pape François, qui avalise complètement l'agenda de la gouvernance globale, qui veut détruire et liquéfier l'Occident et le dissoudre dans autre chose, dans une utopie, on est face à quelque chose qui est presque insolvable. Donc effectivement, face à ça, des groupes chrétiens, ou enfin des gens qui se sentent encore chrétiens, doivent se réorganiser de manière, on va dire, autocéphale, je dirais presque.
Allora, perché la sinistra, nonostante le sconfitte elettorali, continua a rimanere alla guida del paese? Allora, sicuramente le origini sono anche storiche, forse, del perché. Perché dai tempi di Antonio Gramsci, eh, la sinistra, cioè, ha proprio teorizzato, cioè ha messo su comunque un modello di occupazione dei posti di comando all'interno dello Stato, cioè che poi sono stati applicati successivamente alla Seconda Guerra Mondiale. Cioè l'errore che fa il centrodestra è quello comunque di non penetrare completamente all'interno della società. La sinistra comunque ha in mano gran parte della... Ecco, un'eccezione agli errori che fa la destra forse è Silvio Berlusconi, adesso spiegherò perché è stata la strategia di Silvio Berlusconi. La destra non riesce comunque a penetrare al 100% in quelli che sono i settori che contano nella società. La destra ha sempre avuto un grande sostegno popolare, molto più della sinistra, ma non controlla dei settori chiavi come per esempio la comunicazione. In questo Berlusconi forse è un'eccezione perché essendo comunque il più grande editore italiano ha sicuramente un forte peso nella comunicazione. Ma ci sono per esempio altri settori, cioè, è recentissimo comunque lo scandalo che c'è stato pochi giorni fa sulle intercettazioni di alcuni magistrati. In Italia, cioè, i magistrati sono divisi in correnti, cioè in correnti politiche. Questo non ha un parallelo, penso, in nessuno Stato del mondo probabilmente. E la corrente maggioritaria è la corrente di magistratura democratica, che è la corrente di sinistra. Come in Francia. Anche in Francia c'è la divisione in correnti della No, magistratura? non in modo ufficiale, ma Ah, ok. il sindacato il più importante dei magistrati è il sindacato di estrema sinistra. Perfetto. No, in Italia c'è proprio una divisione proprio in correnti, quasi come se fossero partiti Mm. differenti. Ecco. E ha dichiarato sempre pochi giorni fa il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, quindi ex magistrato e eletto col centrosinistra, che la sua carriera è stata rovinata perché non ha risposto a quelli che erano le consegne, insomma, i comandi di Giorgio Napolitano, che quando era presidente della Repubblica Italiana era anche presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, perché in Italia il presidente della Repubblica è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E Giorgio Napolitano, insieme a Nicola Mancino, che era stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e ex presidente della Camera, sempre col centrosinistra, chiedevano a De Magistris e agli altri magistrati di inquisire Silvio Berlusconi e i politici comunque di centrodestra. E nello stesso momento in cui De Magistris faceva queste dichiarazioni, uscivano comunque gli scandali delle intercettazioni tra magistrati in cui le correnti della magistratura si spartivano comunque i posti di comando e dove i magistrati che facevano capo a magistratura democratica comunque parlavano di inquisire Salvini, Matteo Salvini. E quindi questo è il motivo perché comunque la sinistra rimane sempre comunque al governo, perché nella comunicazione, perché nella magistratura e anche nel settore della cultura. Ma voi pensate comunque c'è un intellettuale in Italia, un giovane universitario, o comunque un artista, un cantante, un attore, che ha delle simpatie politiche di destra. In Italia nel mondo della cultura viene spazzato via immediatamente, cioè verrà bruciato sul nascere. Quindi è normale che poi gli artisti che fanno carriera poi provengano quasi tutti quanti dalla sinistra e il centrodestra, nonostante sia stato al governo, nonostante abbia avuto delle risorse per scardinare questo sistema che va dalla cultura, quindi dal mondo dell'arte alla cultura, alla magistratura, alla comunicazione, non ha fatto nulla di tutto ciò e questo sarà il motivo perché probabilmente la sinistra rimarrà comunque sempre in parte al governo, ecco. E allora sì, effettivamente è vero, in Italia spesso c'è stata questa alleanza tra i partiti neoliberisti fino comunque ai partiti, diciamo, di destra radicale.
E in Italia comunque anche a sinistra è così, cioè, abbiamo visto anni fa, vedevamo comunque partiti come l'UDEUR, comunque erano partiti che provenivano dalla Democrazia Cristiana, alleati comunque con Rifondazione Comunista, quindi cioè, diciamo, per sintetizzare avevamo i preti con i mangiapreti comunque alleati insieme, fondamentalmente addirittura alleati in Parlamento e che governavano insieme. E perché comunque avviene questo a destra? Perché? Perché comunque c'è un'idea di nazione, un'idea d'Italia, un'idea di appartenenza nazionale che poi talmente osteggiato comunque dalla sinistra che poi ha fatto sì negli anni che piano piano si andasse comunque a formare un'alleanza che portasse comunque gli schieramenti liberali come quelli di Forza Italia comunque poi a stringere delle alleanze anche con la destra comunque forse radicale o extraparlamentare, insomma, proprio perché in Italia la sinistra propone un anti-italianismo, cioè un europeismo anti-italianismo di distruzione di tutte quelle che sono le radici culturali, religiose, etiche talmente profondo che poi comunque hanno portato tutti gli schieramenti di destra poi comunque a fondersi insieme, ecco. Mentre prima diciamo avevamo vari partiti che potevano andare da Forza Italia alla Fiamma Tricolore e Forza Nuova, adesso i partiti diciamo di estrema destra si sono comunque o divisi o comunque ormai sono confluiti in partiti più grandi come la Lega e Fratelli d'Italia. Ecco, adesso la Lega e Fratelli d'Italia probabilmente avrebbero i voti per governare forse quasi da soli se si andasse alle elezioni, forse neanche senza il bisogno di allearsi con Forza Italia. E quindi si è arrivata proprio a una polarizzazione in cui c'è stata un'alleanza dove vari schieramenti extraparlamentari si sono proprio fusi con quelli che erano i partiti tendenzialmente non liberisti, però comunque conservatori. Ecco. Per esempio mi arrivano delle notizie, non voglio fare il nome di alcuni movimenti, però mi sono arrivati delle informazioni ultimamente che alcuni movimenti extraparlamentari sembrano proprio che siano pronti per entrare dentro Fratelli d'Italia. Ecco. Parfait. Pierre-Antoine? Oui, alors moi je pourrais rajouter sur ce qu'a dit Federico. Oui, sur le problème de la magistrature, en fait. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays, finalement. En France, on a la même chose, hein, comme je disais, avec le syndicat de la magistrature, qui a été créé juste après mai 68 et qui, depuis son origine, est sur des positions de société qui sont celles de l'extrême gauche. Hein. Donc, on avait eu la fameuse affaire, bon, ça c'était le genre d'affaire polémique que les médias un peu conservateurs aiment bien monter, mais sur l'affaire du mur des cons, là, en France, avec les. Bon, mais tout ça, enfin, quand on regarde de plus près, on voit que. Moi, j'ai un peu creusé là-dessus, on voit que le syndicat de la magistrature était, par exemple, invité en 2019 à New York pour une table ronde organisée par l'Open Society Justice Initiative. Et donc sur le comment organiser la justice en France, bon, c'est des choses qui sont problématiques parce qu'en fait c'est le règne des juges empêche le politique de fonctionner correctement. Il n'y a pas d'indépendance, l'indépendance est effective. Si on regarde même au niveau effectivement international, on a ces réseaux comme l'Open Society. On a vu le noyautage de la Cour européenne des droits de l'homme par l'Open Society qui a été bien enquêté, bien démontré cette année. Donc on voit qu'à tous les niveaux, les magistrats, la magistrature est ce qui est utilisé finalement pour supplanter le politique. Et l'affaire avec les SMS de magistrats qui parlent de Salvini est tout à fait
tout à fait symptomatique de cette fête. Mais pour faire ça, effectivement, en fait, il faudrait aussi que quand la droite a le pouvoir, ou quand, par exemple, quand Salvini avait le pouvoir, il faudrait qu'elle ait le courage de s'attaquer à ces secteurs-là de manière, même si c'est très difficile, mais de manière beaucoup plus radicale, et qu'elle soit déjà préparée à faire ce que fait très bien la gauche, l'extrême gauche depuis des années, c'est-à-dire d'avoir ses propres hommes qui soient déjà prêts à rentrer en fonction au moment où elle prendra le pouvoir politique. Si on prend juste le pouvoir politique sans avoir le pouvoir des juges, on se fera toujours bloqué et toujours empêché. Et c'est très juste la remarque de Federico qui disait qu'en Italie, la droite a des vastes secteurs d'opinion, mais elle n'a pas il lui manque des secteurs clés. Mais c'est stratégique. On peut avoir autant de monde qu'on veut. Si à un moment donné, on n'a pas des rouages de l'État, c'est très problématique. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la différence entre la droite française, où il y a deux courants, disons, deux courants irréconciliables, entre guillemets, et la droite italienne, où il y a une union au moins de façade face à un ennemi commun qui est la gauche, ou est-ce que tu veux passer à à la question suivante? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ou pas? Attends, juste une chose, la question suivante, c'était, on avait dit, Après, c'est le coronavirus, la gestion de la crise, quoi. Voilà. Oui, sur la différence entre droite, oui, on peut rajouter quelque chose peut-être. Sur la différence entre la droite italienne et la droite française, c'est qu'effectivement, ce que vous appelez centre droit en Italie, chez nous, enfin, on a l'impression que les gens qui se réclament du centre droit, chez nous, ils sont déjà dans la catégorie extrême droite. Il y a eu, comme le rappelle souvent notre camarade Xavier Moreau, un mouvement sinistre-gire dans le monde politique finalement international, mais français, quoi, pas particulièrement. Et il suffit d'écouter les discours, par exemple, de Jacques Chirac au début de sa carrière et à la fin. Au début, on a un homme qui maintenant serait catégorisé d'extrême droite, ultra souverainiste, et à la fin, on a quelqu'un qui est des positions complètement de gauche, quoi. Donc, je pense que là aussi, c'est une différence notable qui facilite aussi ces alliances qui, chez nous, sont quand même improbables entre la droite, le centre droit, on va dire, et puis, et puis par le vrai terme, c'est par les nationalistes. Voilà, chez nous, en France, c'est quelque chose qui est complètement dès qu'il y a une approche, dès que quelqu'un de la droite parlementaire, enfin de la droite parlementaire, ils sont tous parlementaires, enfin, genre du centre droit plutôt se rapproche des souverainistes, immédiatement il y a un tir de barrage d'autres gens du centre droit qui vont dire ah non, non, surtout pas, parce qu'on a toute une partie du centre droit qui n'est. En fait, le centre droit en France n'est pas de droite. Et il est à gauche, et on a quelques personnalités qui au milieu de ça, soit font carrière, soit sont chargés de maintenir un semblant de discours de droite pour rameuter les électeurs à chaque élection. Donc ça marche de moins en moins. De toute façon, en France, le paysage politique, là, maintenant, est complètement éclaté. Et ce qui serait plutôt intéressant, je ne sais pas si on peut avoir cette lecture-là en Italie, parce que c'est différent, c'est ce que certains appellent, voilà, on a d'un côté le bloc élitaire qui se renforce toujours plus, qui est là, qui s'est renforcé encore plus à la faveur des crises récentes, Gilets jaunes et maintenant Covid-19, là, et puis d'un autre côté, donc le bloc élitaire, et de l'autre côté, le bloc populaire, et, et qui rassemble, enfin, on pourrait dire, au-delà de la gauche et la droite, des gens qui sont attachés à la souveraineté, mais à une forme aussi de souverainisme social, aux acquis sociaux. Voilà. Je pense que ça serait ça le clivage plus en France. Et en fait, en France, le centre droit, enfin, ce qu'on appelle centre droit, a perdu toute légitimité historique et politique, selon moi. Una delle poche cose che le regioni
gestiscono in Italia è proprio la sanità, quindi chiaramente il conflitto è esploso soprattutto per questo, perché lo Stato centrale ha cercato comunque di andare da una parte, credo giustamente, a legiferare e comunque a dare delle norme che potevano essere, anzi che dovevano essere più o meno simili per tutta Italia, ecco. Tanto partiamo, ecco, da un presupposto, cioè, in Italia ci sono 20 regioni, di cui attualmente 13 sono governate dal centrodestra, 2 la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige sono governate comunque da partiti di minoranza linguistica, quindi diciamo da partiti indipendenti, e solo 5 dal centro-sinistra. E tra pochi mesi, si dice a settembre, si dovrebbe andare alle elezioni in 4 regioni governate in questo momento dal centro-sinistra e dove molto probabilmente dovrebbe vincere il centrodestra, ecco, secondo i sondaggi. Quindi che cosa è successo? Cioè, c'è stato inizialmente quello che era uno scontro politico tra il governo centrale, comunque le regioni del nord che sono state più colpite dal coronavirus e che erano, tranne l'Emilia Romagna, tutte a guida di centrodestra. Quindi inizialmente lo scontro può essersi originato anche da una differenza comunque politica. Però cosa è successo? Cioè, all'inizio c'era questo scontro tra il nord e il governo centrale. Successivamente c'è stato uno scontro tra le regioni del nord più colpite dal coronavirus e le regioni del sud meno colpite dal coronavirus, in cui abbiamo visto il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che comunque si è invece schierata apertamente contro il governo centrale. Sì, e quindi quella che inizialmente poteva essere un conflitto comunque politico tra lo Stato e la maggior parte delle regioni che erano a guida centrodestra, e poi è diventato più uno scontro comunque territoriale, forse tra le regioni nord più colpite dal coronavirus e le regioni del sud. E oltretutto c'è da dire che le regioni, a differenza del governo, sembrerebbe che siano più vicine comunque al territorio, ai bisogni del territorio, quindi ai bisogni delle aziende e dei cittadini, o meglio, forse sono riusciti a comprenderlo meglio rispetto al governo, e quindi le regioni a un certo momento sembrerebbe che si siano, anzi si sono mosse per riaprire più velocemente rispetto a quello. Oui, sur l'aspect centralisation, ou pas, enfin, traitement de la crise. En fait, on voit c'est toujours pareil, c'est les pays l'ont géré selon leur modèle, presque selon leur ADN politique. Et effectivement, la France l'a géré comme d'habitude de manière jacobine et verticale, sans nuance. Mais aussi sans efficacité, ce qui est le propre du modèle français depuis quelques décennies. Donc, en Italie, ça a été géré plus selon le mode d'organisation du système politique italien, donc plus régionalisé. Et effectivement, on a vu de grands écarts, vu que la construction nationale italienne ne s'est pas faite à la même vitesse selon les régions. Dans un système décentralisé qui fonctionne mieux, on a pu le voir en Allemagne, où là, ce sont effectivement les Länder qui s'occupent des aspects de santé et qui ont surtout ont géré le confinement à leur manière. Et là, ça a fonctionné. En Allemagne, on a eu des mesures beaucoup moins strictes qui ont été prises qu'en France ou en Italie, mais on a eu une gestion bien meilleure de la pandémie. En Suisse aussi, dans les pays scandinaves aussi. Donc tout dépend en fait, je pense, du système social et sanitaire qui était présent avant la crise. Donc on peut prendre les mesures qu'on veut, on peut gérer comme on veut, mais si on a un nombre de lits d'hôpitaux d'urgence limité, forcément le moindre anicroche va faire saturer le système.
Donc, je pense que c'est ce qui s'est passé notamment en Italie et en France. Donc, le problème est avant tout, donc c'est un problème sanitaire et social, et donc un problème politique. On sait très bien qu'en Italie, selon les régions, c'est aussi le cas en France, selon les hôpitaux publics où on va aller, on peut déjà en temps normal attendre pendant des heures aux urgences. Alors, il suffit de il suffit du moindre pic, même pas d'une pandémie, pour saturer le système. Voilà, le vrai problème, il est là. Alors qu'en Allemagne, dans un système où il y avait dès le départ beaucoup plus de lits en déambulatoire qu'en France ou en Italie. Je pense que c'est un problème. Le problème est là aussi. Voilà. Où vont les fonds publics en temps normal? C'est un petit peu comme quand une guerre arrive. Si vous n'avez rien préparé, si vous avez rogné sur les budgets pendant des décennies, ben, au moment où il faut affronter la bataille, vous n'avez pas les moyens de le faire. C'est ce qui s'est passé, je pense, en France et en Italie. Sì, allora, intanto diciamo quello che già ha fatto. Ecco, i 5 Stelle, anzi, o meglio, la Casaleggio Associati, che poi è la fondazione che poi ha dato vita al Movimento 5 Stelle, ne cura la comunicazione, le piattaforme. Se voi andate sul sito della Casaleggio Associati c'è un video dove comunque si parla di decrescita felice, di riduzione della popolazione mondiale, di ecologismo. E quindi in questo momento che cosa è successo? È successo che sfruttando la crisi sono stati dati per esempio dei finanziamenti per i monopattini elettrici, finanziamenti per le biciclette elettriche. Ci si è completamente dimenticati di settori strategici come l'automotive e soprattutto comunque si è aumentato, direi del 200-300% probabilmente lo smart working. Quindi una determinata ideologia grazie al coronavirus si sta piano piano comunque affermando. Cioè, speriamo che adesso ci sia una controrivoluzione che comunque riporti finalmente le persone per strada, ecco. Quindi si vous allez sur le site du forum de Davos pour 2021, bon, il nous parle de la grande réinitialisation, du grand reset économique, de passer un nouveau mode d'économie basé sur ce qu'a rappelé un peu Federico, qui est aussi ce qui est dans l'ADN politique du mouvement 5 étoiles en Italie, c'est-à-dire l'écologie de type globaliste, la télédémocratie, où on voterait même par Internet, même c'était ce que proposait justement le fondateur du mouvement 5 étoiles à l'époque, de voter même pour un président mondial par Internet, une sorte de gouvernance globale, enfin démocratie globale par Internet. Bon, voilà, ça c'est des choses qui sont dans les tiroirs de ces gens-là, mais là, très clairement, avec la pandémie, on a une accélération. Moi, je pense que la séquence qu'on a eue, c'est avec l'élection de Trump en 2016, l'agenda globaliste a pris un sérieux coup dans l'aile et un vrai ralentissement. Parce qu'on a vu l'émergence aux États-Unis, qui était jusque-là le territoire où se localiser, parce qu'il faut bien que même toute idéologie a besoin de se localiser sur un territoire. C'est comme le communisme, il a dû se localiser à un moment donné prendre la Russie pour pouvoir se développer. Le globalisme avait comme territoire principal les États-Unis, surtout depuis l'après-première guerre mondiale et encore plus après la seconde guerre mondiale. Avec l'élection de Trump, pour la première fois, on avait un pouvoir qui attaque frontalement les institutions internationales qui soutiennent le projet
le projet de gouvernance mondiale, puisque Trump et son administration se confrontent régulièrement à l'ONU notamment sur toutes sortes de questions, même sur des questions, c'est ça qui est assez inédit avec cette administration Trump, mais y compris sur des questions des valeurs de société hein, qui se rapprochent de plus en plus de ce que défendent les pro-vie. Et on a donc depuis l'élection de Trump un ralentissement de l'agenda globaliste et un renforcement effectivement du souverainisme, mais du souverainisme sous contrôle anglo-saxon. Donc effectivement le Brexit, effectivement les formes de souverainisme en Europe, mais qui vont être plutôt alignées sur l'agenda de Trump. Donc on a cette confrontation et en fait je pense qu'avec la mise en scène autour, parce que pour moi il s'agit quand même d'une grande part de mise en scène, il y a une maladie réelle mais ensuite il y a une mise en scène de la pandémie, ça visait à casser l'économie réelle et à ralentir la progression du populisme dans la sphère occidentale. Parce que si vous cassez l'économie réelle, vous cassez l'économie des classes moyennes et des classes moyennes qui soutiennent le populisme et qui sont contre finalement l'intégration globaliste à marche forcée. On a cette séquence, on a vu, depuis 2005 par exemple avec le vote contre le référendum, sur le référendum pour la Constitution européenne avec le vote non en France, on sait qu'en fait les élites veulent les élites euroglobalistes veulent leur projet et iront coûte que coûte vers ce projet. Là, ils ont trouvé, comme je vous disais tout à l'heure, la panacée avec cet ennemi invisible et qui effectivement constitue, comme nous avons publié un dossier sur notre site Stratégica, publié par Youssef Indy, sur le coronavirus comme accélérateur de l'histoire. Voilà, c'est exactement ça. Donc, comme vous avez bien rappelé tout à l'heure, chaque pays a géré cette pandémie selon son agenda spécifique. On a en fait, finalement, moi ce que j'ai documenté dans mon livre et ce que je documente toujours plus, c'est l'émergence de cet acteur politique qui veut devenir global, qui est la finance mondialiste. Donc ces gens-là, en 2009, Bill Gates avait réuni à New York Soros, Warren Buffett, Rockefeller et d'autres, pour une grande réunion qui visait justement à se doter un petit peu à se coordonner face aux nouveaux on va dire entre philanthrocapitalistes, comme on les appelle maintenant, face à la montée des nouveaux périls qui menacent l'humanité, comme le réchauffement climatique, les crises économiques et les pandémies aussi, justement. Donc, et ces gens-là, si on prend cumulé tout leur capital, on arrive à quelque chose peut-être plus de 170 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Donc, ce sont des gens, s'ils se réunissent, ils ont les moyens d'être plus puissants que de nombreux États. Et ils ont comme relais, on a vu que maintenant, en plus que les États-Unis quittent l'OMS, le premier donateur de l'OMS, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. Donc on est face à un acteur financier qui devient politique et qui en fait est en train de se confronter, notamment aux États-Unis, on pourrait dire au reste de souveraineté nationale ou de souveraineté étatique qui ne compte pas abandonner complètement ses prérogatives. Donc cette fracture-là traverse l'Occident et traverse le monde contemporain. Donc si je pouvais conclure sur ça, je dirais que le monde, les tendances géopolitiques de l'après-Covid, pour moi, sont les suivantes. Donc d'un côté, on a ce néo-occidentalisme qui est porté par l'administration Trump et qui est en train de se confronter sur le sol même américain et en fait dans l'ère occidentale, dans l'ère géopolitique occidentale, à cette gouvernance globale qui avait marqué des points, notamment avec l'administration Clinton, puis aussi Obama. Et
Et on a donc cette confrontation occidentalisme-globalisme qui se double d'une confrontation entre l'administration Trump et ce que l'administration Trump appelle les puissances géopolitiques révisionnistes, c'est-à-dire révisionnistes de l'ordre international unipolaire, donc en premier lieu la Chine, mais aussi l'Iran, et même quand on écoute Bannon, l'ancien conseiller de Trump, la Turquie aussi, qui bien que dans le pays de l'OTAN, joue un jeu, effectivement, un jeu qui lui est propre. Donc on a ces axes-là, et finalement, l'enfant malade presque de cette confrontation géopolitique planétaire, c'est l'Europe. Et c'est le couple, précisément le cœur de l'Europe, le cœur géopolitique de l'Europe, c'est le couple franco-allemand. Et là, il y a un problème de leadership politique et de direction, oui, vraiment de direction politique et d'orientation même politique et géopolitique pour l'Europe. Si si à la faveur de cette crise, l'Europe ne revoit pas ses orientations, à ce moment-là, on ira soit vers plus des tentatives, c'est déjà ce qu'il y a eu à la faveur du Covid-19, des tentatives de resserrer cette gouvernance européenne, mais qui va pousser encore plus les tendances internes à l'éclatement et les tendances au souverainisme. Donc je pense que c'est ce que j'avais expliqué déjà à la sortie de mon livre, mais on est toujours sur cette tendance-là, c'est-à-dire aux États-Unis, le mondialisme est maintenant combattu par l'administration Trump. Ils tentent actuellement de faire sur le sol américain ce qu'ils ont fait ailleurs, c'est-à-dire tout simplement une révolution de couleur. C'est les moyens qu'ils emploient en ce moment sur le sol américain pour déstabiliser Trump avant la prochaine élection, parce que pour eux, il est hors de question que Trump repasse, parce que sinon, c'est clairement leur agenda va être encore plus ralenti, voire vraiment compromis. Donc, ils vont tout faire pour déstabiliser Trump, mais nous en Europe, nous devenons finalement la base arrière de ce projet de société ouverte, dans la mesure où il n'est pas complètement intégré et réalisé dans les pays, les puissances émergentes eurasiatiques qui ont leur propre modèle de développement, et notamment la Chine, qui a montré le Parti communiste chinois qui travaille avec les instances internationales et avec même les instances qui projettent la gouvernance globale, a son propre agenda qui d'ailleurs, pour le Parti communiste chinois, pour 2049, pour les 100 ans de la révolution communiste chinoise, ils ont acté que par les nouvelles routes de la soie, le centre, finalement, le centre de la mondialisation sera passé sur la Chine. Ce qu'avait pensé, ce que veulent les Américains, l'administration Trump, ils acceptent, ils veulent bien de la Chine comme l'usine du monde, mais certainement pas comme un État piloté par un parti qui a des visées géopolitiques claires et souveraines. On est dans ces tendances-là, et pour nous, Français et Italiens, et précisément, moi je pense que cette crise avait, pour les pouvoirs surplombants globalistes, avait comme but l'émergence, c'est toujours la même chose, c'est l'émergence de leur nouveau monde, du passage à la nouvelle économie, du passage effectivement au télétravail généralisé, peut-être à un assistanat plus généralisé avec le salaire minimum pour que les gens les gens qui n'ont pas de travail restent à la maison, et surtout dilution de la classe moyenne. Ce qui leur pose problème, c'est la classe moyenne. Il y a, entre les élites technocratiques et le lumpen prolétariat qui sont en train d'installer, il reste encore cette classe moyenne qui doit achever de se dissoudre. C'est pour cette classe moyenne qui est finalement la classe des gens qui sont la libre entreprise, qui sont encore les gens qui créent la richesse des pays. Ces gens-là qui développent une forme de capitalisme qui leur permet d'être autonomes, ces gens-là doivent
doivent être réduits, doivent disparaître, et ils doivent soit fusionner avec le prolétariat mondial et en être un petit peu peut-être la couche supérieure, soit passer au niveau supérieur pour les gens les plus formés. Voilà. Et donc, je pense que cette crise, et notamment en France, a été utilisée aussi. Il s'agissait de punir la population pour les gilets jaunes. Je pense vraiment ça. C'est-à-dire, on muselle la population, on leur dit maintenant, vous mettez les masques, vous faites ceci, vous faites cela. Vos enfants à l'école, ils sont espacés d'1 mètre. Machin, on fait toutes ces choses-là. Et alors, je sais que c'est un peu fort de dire ça, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on est face à on a vu en France ce qui s'est passé avec le professeur Raoult, la manière dont il a été traité. On a une confrontation, enfin les élites financières et donc leur excroissance politique qui ne sont pas automotrices, qui sont dépendantes des élites financières, sont en guerre de classe contre nous. Et ils sont en guerre de classe contre nous. Et aux États-Unis, on voit, ils savent utiliser les minorités actives d'extrême gauche, qui sont elles aussi en guerre. Et finalement, on est pris en étau entre les élites du haut et puis les gens animés de ressentiments qui peuvent être instrumentalisés. Et je pense que, pour finir là-dessus, sur ce qui s'ouvre maintenant, ils ont ouvert une deuxième séquence pour mater aux États-Unis le Trumpisme. D'ailleurs, n'a pas été suffisant le confinement, la crise pandémique. Donc maintenant, c'est la guerre raciale, en tout cas l'instrumentalisation des passions communautaires et des narcissismes communautaires. Donc c'est une nouvelle phase qui s'ouvre en attendant la prochaine. Mais ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que tant qu'ils n'ont pas repris complètement la main, ils ont besoin d'abattre Trump pour les mondialistes, pour reprendre complètement la main sur le politique. C'est le levier qui leur manque. Donc, même si nous, Européens, nous n'avons pas du tout le même agenda que Trump, notamment en matière de politique étrangère vis-à-vis justement de ces puissances eurasiatiques, nous n'avons pas le même intérêt à être en confrontation directe comme le préconise Pompeo, le secrétaire d'État américain, avec l'Iran ou avec la Chine ou avec non. Mais en tout cas, au niveau de la confrontation entre Trumpisme et gouvernance globale, actuellement, il faudra voir jusqu'où la révolution de couleur que tentent les globalistes et leur relais aux États-Unis aboutira ou non.